Hello la MIF. Salut les amis, hello Florian. Alors, petit marché versus grand marché en NBA. The debate. C'est ça. Si sur votre tweetline est vampirisé par ce débat-là, c'est normal. Vous suivez normalement des petits comptes FR, Lakers France au hasard. Les Lakers, ils sont toujours là quand il faut placer un tacle un petit peu glissé. Ils sont jamais bien loin. Ils sont toujours dans le coup. Alors, avant de revenir sur la question centrale qui est de savoir est-ce que les grands marchés sont favorisés par rapport aux petits, on va déjà définir qu'est-ce que c'est un grand marché finalement. Parce que quand tu regardes la tweetline, tu te dis des fois, bon, il y a des arguments qui tiennent pas trop la route, il y en a qui ont une vision un petit peu décalée par rapport à la réalité. Donc qu'est-ce que c'est déjà un gros marché aujourd'hui en NBA ? Eh ben, c'est une très bonne question, Jamy. On va essayer d'y répondre alors, de manière un petit peu pragmatique. Déjà, premier argument, c'est le plus important, c'est la taille de la ville, le market size. Quand tu parles de Brooklyn, de Los Angeles et qu'à côté, allez, on prend l'exemple d'Oklahoma City, c'est pas la même chose, bien évidemment, en termes de population et de qualité de vie qui va être lié à ça. Je veux dire, aujourd'hui, Florian, t'as 30 ans, tu hésites entre Miami et Salt Lake City. Tu hésites pas, justement. Je sais pas si tu vas hésiter très longtemps, voilà. Non, il y a énormément de joueurs d'ailleurs, on le voit, hein, et on les voit déconner entre eux aussi, des fois à se dire, je me rappelle plus, je crois que c'était peut-être le trade de Josh Hart à l'époque, où il y en avait un qui l'avait un peu... qui lui avait dit, je crois, t'as été puni, qu'est-ce que t'as fait ou, bah oui, c'est sûr que même si la ville de la Nouvelle-Orléans est oui, sympa, tu passes mais passer de LA à ça, donc forcément, ça pique un on petit sait peu. que chez les joueurs, il y a des moqueries à ce niveau-là notamment, et que c'est quelque chose qui compte, c'est un vrai argument. Le climat aussi, encore plus que la taille de la ville. Tu l'as dit, ça c'est ultra important. Il y a ensuite qui rentre en compte aussi la couverture médiatique. La couverture médiatique que tu peux avoir, est-ce que tu as à côté de toi des grosses franchises NBA, des grosses franchises d'autres sports US, du sport universitaire, parce qu'on sait que ça peut prendre énormément de place. Ça, c'est une grosse question aussi, et ça fait partie un peu de la concurrence. Fait partie de bien si tu as un évidemment, gros marché ou non. le sport universitaire qui est très particulier aux États-Unis. On peut prendre par exemple l'exemple de la Caroline du Nord. Quand tu as North Carolina, Duke, ce sont des institutions qui est équipée et qui, dans l'esprit des gens et l'imaginaire des fans, est peut-être sont plus importantes que les Carolina Panthers en NFL ou les Hornets, tout simplement. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est propre aux États-Unis. Donc la concurrence par rapport aux autres franchises, je sais pas, je prends l'exemple des Miami Heat, c'est la franchise de Floride, quel que soit le sport. Tu domines les Miami Dolphins ou alors les Orlando Magic qui sont pas très loin. Beckham, il a pas un truc de football là-bas ? Si, voilà, il y a maintenant il y a je me rappelle plus comment l'équipe de football à Miami, les Miami Galaxy, je sais plus. Bref, je sais plus comment ils les ont appelés. Oui, forcément, la concurrence que tu peux avoir au sein de ton État ou de ta ville va forcément peser derrière sur l'implication de ta fanbase. Est-ce que tu vas remplir ta salle ou pas ? Est-ce qu'ils vont te suivre de manière énorme aussi sur les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Tu vas pouvoir mettre ton ticketing, à combien ? Est-ce que tu as une win culture ou pas ? Donc tous ces critères, intrinsèquement, je pense qu'il faut les prendre ensemble, pas juste se limiter à l'un ou à l'autre pour être capable de définir ce qu'est un big market. Pour la première chose, on est d'accord déjà que ces critères, l'ensemble de ces critères-là, va faire que tu vas avoir des disparités financières. Toujours. Le premier, tu l'as dit, c'est la billetterie. La billetterie, on sait qu'en NBA, ça pèse, les locaux prennent tout. C'est-à-dire que tu reçois aujourd'hui un match à LA, au Staples Center, bondé, et déjà le prix du ticket va être fou. En plus, tu vas ramasser toute la tunasse et les visiteurs ne ramassent rien. Effectivement, quand tu vas à Milwaukee, que tu essayes de remplir ta salle pour un match un peu pourri, ils ont toujours un peu du mal avec le taux de remplissage. Le ticketing n'est pas le même au niveau du prix. Forcément, ça crée des disparités. Tu as ensuite les contrats TV. Les contrats TV, alors on sait qu'à l'échelle nationale, tout est reversé, tout est redistribué à part égale entre les 30 franchises. C'est honnête. Mais après, tu as aussi des contrats qui sont signés à l'échelle locale par les franchises, et c'est là que naissent un petit peu les inégalités. C'est là où le bas blesse, Florian, tu fais très bien de le mentionner, parce qu'on peut prendre par exemple l'exemple des Lakers, qui ont négocié le contrat le plus élevé avec une télé locale, c'était 122 patates, et tu l'avais renégocié à l'époque où tu étais dans ton marasme total, au début des années 2010. 2012. Voilà, 2012, à 120 patates, mais il y a un écart monstrueux. Qui court sur 10 ans. Donc les télés locales, tu l'as dit, le contrat, il revient uniquement à la franchise. Et quand tu peux comparer à d'autres équipes, d'autres franchises, on peut parler par exemple aux Bucks, 10 millions. T'es à 10, 15 millions. Donc forcément, déjà sur cet aspect-là, parce que c'est pas tous les matchs qui sont diffusés sur les télés nationales. Donc Fox Sports en Floride ça compte. Va diffuser tous les matchs de Miami et ça importe énormément dans les finances.
Et ça crée un petit peu des gaps, des inégalités à ce niveau-là, ça c'est une certitude. Alors on ne peut pas rentrer en détail non plus sur ces contrats télévisés parce que forcément il y a aussi le fait que ça fluctue, il y a l'inflation chaque année. Si tu signes un contrat aujourd'hui, je crois que les Kings ont signé un contrat il y a 3, 4, 5 ans peut-être à 25 millions qui les avaient fait passer devant le Heat, tu vois, par exemple pour donner cet exemple-là. Mais effectivement, la période, c'est des contrats souvent qui sont sur le long terme, sur 7, 8, 10 ans parfois. Et donc forcément, si tu signes aujourd'hui, les prix sont plus hauts que si tu l'avais signé à 8 ans. Donc c'est très difficile de voir un petit peu, de démêler qui tire vraiment les meilleures aiguilles à ce petit jeu-là. Après, il y a les sponsors, mais qui comptent pour très peu finalement dans le budget de la NBA. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à analyser. Et ensuite, tu as le merchandising qui là est un peu plus nivelé déjà que les recettes de billetterie. Parce que si tu achètes aujourd'hui un maillot de LeBron à LA, l'argent va être redistribué à LA. Si tu achètes aujourd'hui un maillot de LeBron à New York, pardon, les Knicks, nouvelle ville. Si tu achètes un maillot à New York, le maillot va être redistribué via la ville de New York, tu vois, pour cette franchise-là, pour les franchises hébergées par cette ville. Oui, il y a une répartition géographique qui est un peu plus équitable et qui fait que tu peux un petit peu niveler tout ça, tu l'as dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux imaginer, peut-être, c'est ça la question aussi, de faire la même chose sur la billetterie? Parce qu'on sait qu'aucun des propriétaires... Alors, quand ils avaient renégocié d'ailleurs le CBA pour la dernière fois en 2017, ça court jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Le CBA, c'est ce qui régit un petit peu toutes les règles de transfert, de free agency, de billetterie, voilà. de merchandising, toutes ces choses-là. Quand ils avaient renégocié ça, beaucoup de propriétaires, notamment de petits marchés, avaient tenté de faire passer le lissage de la billetterie pour toutes les équipes, redistribuer à tout le monde. C'est pas passé. Je trouve que ce serait pas forcément une mauvaise idée quant à ce qu'on voit, parce que derrière, on l'a dit, t'as encore l'argument du climat, t'as encore l'argument de la ville. Donc sur ce qu'on peut contrôler, moi je serais peut-être pour qu'on resserre un petit peu le gap entre petits et grands marchés en lissant les droits TV. T'as aucune franchise aujourd'hui qui a intérêt à ce que ça chie, puisque forcément ça va être redistribué pour eux. Donc les gens qui te disent oui mais les Knicks ils travaillent moins bien pour la billetterie que les Lakers, oui mais ils seront tous encouragés à faire de leur mieux possible et la répartition sera égale. Je pense que ça pourrait être un petit peu plus juste déjà. Ça sera toujours un axe de négociation majeur pour le prochain CBA qui sera d'ici 3-4 ans. 2024. Ouais, tu l'as dit. Mais ça avait été un des axes majeurs de négociation et les grands proprios des big markets n'avaient pas lâché là-dessus. On se rappelle Jenny Buss qui était monté au credo pour défendre concrètement ce qui aujourd'hui est un des principaux facteurs qui crée les différences entre les grands et les petits marchés. Donc oui, tu l'as bien résumé, si tu arrives à un lissage sur les prochaines années là-dessus, ça pourra peut-être réduire un petit peu les écarts qui peuvent exister entre un mastodonte comme les Lakers et un petit ça marché. Ça le réduira forcément, il existera toujours de toute manière. Intrinsèquement, tu pourras jamais comparer l'attractivité des villes qui fait que quand un joueur va taper aux portes de la free agency, il hésitera. Mais si financièrement parlant, tu nivelles un petit peu tout ça, c'est sûr que ça pourra aller que dans le bon sens. La free agency, justement, t'en parles, parce que la free agency, c'est un des points clés là où on pourrait se dire, voilà, les gros marchés sont avantagés, parce que les free agency, sur les dernières années, finalement, tu as très peu d'exemples de gros poissons qui rejoignent des petits marchés. On a un petit peu feuilleté sur les 30 dernières années, Florian, on s'est creusé la tête. Alors j'en ai 3 qui sont... On a peut-être oublié. Voilà, on a peut-être oublié, mais on en a 3 principaux, et vous allez voir que c'est pas non plus... Enfin, il n'y en a pas des masses. Moi, j'ai en mémoire Steve Nash qui était passé de Dallas à Phoenix. Pas mal à l'époque pour rejoindre Mike D'Antoni. Dikembe Mutombo au milieu des années 90 qui était passé de Denver à Atlanta. Puis je me rappelle Bernie Bickerstaff qui disait qu'ils n'avaient pas l'argent pour le prolonger tout simplement. Et c'était surtout pour ça qu'il était... Et le plus gros exemple, LeBron qui revient... Qui est un exemple à aussi Cleveland, à mettre particulier. Entre guillemets, parce qu'il y a le côté affect. Voilà. Il serait pas allé au Milwaukee Bucks ou dans une autre franchise. Il voulait revenir gagner à la maison. Voilà, chez lui. Donc ça avait joué à cette époque-là. Donc effectivement, tu vois que sur les dernières années, et puis de toute manière en termes de titres également, tu le vois sur les résultats. Les gros marchés dans l'histoire de la NBA ont remporté. Alors j'ai pas besoin d'avoir la stat sous les yeux. Le dernier petit marché, qui remporte un titre. T'as OKC qui va en finale. Cleveland. Oui, t'as Cleveland qui gagne le titre. T'as OKC en finale. T'as les Spurs qui sont pas considérés intrinsèquement comme un gros marché. Mais qui est peut-être un peu une exception. T'as parlé de la win culture notamment, qui est peut-être un petit peu une exception. Mais les Spurs, tu vois, exemple concret, effectivement, ils avaient réussi à le faire. Mais il faut être très très intelligent sur la draft. Il faut arriver à avoir un enchaînement de bonnes décisions. Et c'est peut-être ça la finalité, parce qu'on essaie de répondre à la question est-ce que les grands marchés sont avantagés par rapport aux petits ? Alors, moi, ma réponse, ce serait oui. Les grands marchés sont avantagés, disons, pour construire
plus vite une équipe vers l'objectif ultime, l'objectif de gagner un titre. Ouais, c'est ça, la reconstruction XXL. Tu le vois par exemple avec les Knicks peut-être qui vont l'été prochain, on sait jamais, on se moque des Knicks sur les dernières années, peut-être que l'été prochain ils arriveront à attirer un Kawhi Leonard si ça se passe encore mal du côté des Clippers, peut-être qu'ils arriveront parce que c'est les Knicks. Et ça, si tu es dans un objectif de reconstruction, bah voilà, les Hornets, ils sont obligés de passer par des contrats comme celui de Gordon Hayward pour essayer de revenir un petit peu vers les chemins, s'éloigner des chemins de la loose, quoi. C'est ça, je pense que la route vers le succès est accélérée quand tu es un mastodonte. Exactement. Prenons l'exemple des Lakers. On se foutait tous de la truffe et de la tronche des Lakers il y a plus de 2 ans en arrière. T'es arrivé à récupérer LeBron James qui arrive quand même dans un marasme. Je veux dire, le mec quitte une franchise qui vient d'enchaîner les finales NBA à l'appel, sa franchise de cœur, là où il est né, et il va dans une franchise qui n'a pas fait les playoffs depuis X années, qui ressort de la période Kobe Bryant, mais c'est LA, et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer un joueur comme ça, et 2 ans après, et à tu es champion. Aussi, voilà, t'es champion en 2 ans, quoi. C'est ça qui est complètement dingue, et c'est aussi, je dirais, pas un avantage, mais dans le cœur des fans, ça peut l'être. Il faut chercher le côté un petit peu positif. C'est que dans ta façon de construire ta franchise, tu auras forcément un lien d'affect qui sera plus important ou non. Je ne dis pas qu'un titre gagné sur une franchise bâtie en 2 ans vaut moins qu'un titre bâti sur une franchise. Je ne sais pas, si Damian Lillard arrive à gagner un titre avec les Blazers, le storytelling serait complètement comme à des années-lumière. Voilà, comme celui de Dirk, par exemple. Dallas, qui n'est pas un petit marché non plus, mais effectivement, ça peut compter aussi. Et pour revenir à l'exemple des Lakers, il y a aussi le fait, parce qu'à l'époque, LeBron, il peut peut-être aller aussi à Philly, on se rappelle. Il y a aussi le fait que tu es un young core qui soit pas encore aussi performant, on va dire, que Ben Simmons et Joel Embiid, et qui soit tradable. Et t'arrives à mettre ça en place, parce que quand il arrive, le King à LA, il sait très bien va tout bouger, qu'il va faire sauter le bordel et qu'il n'y a plus personne 1 an après. Et c'est ce qui s'est passé, accéléré peut-être ou non par l'arrivée d'AD, mais je pense qu'il y aura eu du move quoi qu'il arrive. C'est aussi l'exemple criant d'une superstar qui était dans un middle petit marché, ça dépend comment tu peux le considérer, la Nouvelle-Orléans. Pour la musique ou pour le ballon ? Ou pour le jazz, voilà. Bien évidemment. Et qui veut partir parce qu'il se rend bien compte qu'il ne peut pas gagner. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un petit marché, tu sais qu'à la free agency, on a donné les exemples, c'est très difficile de pouvoir attirer un gros poisson. Donc tu es obligé de te construire par rapport à la draft. Et c'est une des beautés des sports US d'avoir cette possibilité d'offrir aux petites équipes, enfin aux équipes qui ont chié concrètement les années précédentes, de se reconstruire avec la draft. On le voit avec OKC qui est en train d'accumuler des tours de draft à gogo. Sam Presti sait même plus quoi en faire tellement il en a dans les poches, dans la veste, il en a de partout. Mais il y a forcément cette différence où si tu veux aller vers la victoire, le chemin est beaucoup plus long quand tu es un petit marché. On l'a vu avec les Spurs, il faut être très intelligent, il faut avoir un front office de qualité, un coach respecté, un GM qui sait faire son boulot. Et tu passes forcément par le développement de jeunes prospects hyper talentueux, ce qui n'est pas tout le temps le cas des gros marchés, parce que tu arrives à attirer sur la free agency des gros poissons, comme on l'a dit. Donc oui, c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi un petit impact, je trouve, maintenant avec le Shams et le Vosges notamment, qui ont pris une ampleur médiatique. Tu vois que le mec il tweet au bout de 4 secondes, il y a 5000 retweets. c'est un truc de balade, c'est un truc de barjo. Et par exemple, je sais pas, alors je veux pas défendre les Bucks parce que ils ont fait des trucs et on en reparlera, on fera peut-être une vidéo spéciale sur les Bucks et comment ils ont géré ça, parce qu'il y a la mid-level exception qui est donnée alors que t'as pas besoin de la donner, tu as fait plein de conneries au-delà du trade de Bogdan Bogdanovic. Mais Bogdan Bogdanovic, est-ce que ça serait arrivé vraiment, cette affaire, si ça avait été dans un gros marché ? Ça, j'en suis moins sûr. Ça, là-dessus, je trouve qu'il y a maintenant... Alors, on sait, le Vosges n'a pas utilisé le conditionnel, ça a remonté aux oreilles. Les GM, Daryl Morey en tête, il me semble, ont fait un petit peu remonter tout ça au bord de la NBA. Les équipes vont être sanctionnées. Ça serait peut-être pas arrivé à un grand marché. Donc, je trouve qu'il y a encore quelques petites disparités qu'on pourrait régler et des inégalités qui seraient faciles, je dirais, de gommer. La billetterie, le traitement médiatique qu'en font ces insiders qui ont des intérêts forcément à ce que les joueurs aillent dans des grosses équipes, parce que LeBron James la story soit exceptionnelle. Ça fait plus de bruit que quand il était à Cleveland. Forcément, le Vosges, ça lui fait plaisir. Le Shams aussi, on le sait très bien. Ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'il y a des petits détails encore à régler pour arriver à limiter ce gap. Et j'espère que sur les années à venir, et notamment quand ils renégocieront le prochain CBA, ce sera fait. Oui, tu l'as assez bien dit, ça sera un des principaux points de négociation pour le prochain CBA. On espère que la Ligue pourra, sur certains leviers, arriver à niveler les choses, mais qui ne pourront non plus jamais gommer les différences intrinsèques qui peuvent exister entre deux villes. Voilà. Non, bien sûr, mais peut-être faire le maximum pour pouvoir permettre de réduire ce gap.
De toute manière, en attendant, on encourage les petits marchés à y aller. On aimerait bien nous voir, pourquoi pas, à Portland, on en parlait, aller gagner un titre. Damien Lillard, ce serait exceptionnel. En plus, ils ont fait une free agency que je trouve très bonne. Tiens, on pourrait faire une petite vidéo sur les Blazers. Bien sûr, on en fera aussi. En attendant, vous nous dites en commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo ou non. Vous mettez un petit pouce bleu, vous nous dites si vous êtes d'accord avec nous, si on a dit des conneries, si vous avez d'autres avis. Vous vous abonnez en activant la petite clochette à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Nous, on a fait un point complet sur ce grand débat et puis on se dit à très vite. Merci mon Flo, salut les copains, ciao ciao.